vous avez donc à présenter devant le jury ici présent dans votre travail concernant l'obtention de votre doctorat. Vous avez le temps nécessaire pour pouvoir exposer de votre travail intitulé Étude photo-électrochimique des nanotubes de TiO2 supportés sur des plaques de titane sensibilisées par des nanoparticules célestes. À vous la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur les membres du jury, d'avoir accepté de juger mon travail de thèse intitulé L'étude photoélectrochimique des nanotubes de TiO2 supportés sur des plaques de titane et sensibilisés par des nanoparticules de CDS. Pour commencer, je vais citer quelques dates d'épuisement des réserves des énergies non renouvelables, telles que le pétrole, l'uranium, le gaz naturel. Comme vous voyez, le pétrole il est estimé d'être épuisé en 2045, l'uranium en 2075, le gaz naturel en 2085 et le charbon, il est le plus abondant, il est estimé d'être épuisé en 2200. Donc, on est à la recherche d'une nouvelle ressource écologique qui présente un bon marché non polluant et facilement utilisable. Comme solution, l'hydrogène est un candidat idéal pour cette fonction. Donc la question qui se pose, pourquoi l'hydrogène peut être utilisé comme un vecteur d'énergie? Parce qu'en lui comparant à d'autres gaz, tels que l'éthanol, le gazole, le propane, le gaz naturel, l'hydrogène présente une forte densité énergétique, elle est de 33,3 kWh par kilogramme. Donc, comment il produit l'hydrogène? Il est produit par craquage des composés organiques, par électrolyse de l'eau et par photoélectrolyse qu'on va le traiter durant de notre exposé. Le principe de la photoélectrolyse de l'eau est présenté sur ce diapo. Sous l'action du rayonnement solaire, une génération des porteurs de charge à la surface de la photoanode allume et l'oxydation de l'eau au niveau de la photoanode se fait suivant l'équation H2O donne un demi de O2 plus 2H plus 2 électrons. Et les électrons produits par cette réaction, ils vont être transportés via un circuit extérieur vers la cathode. Et les ions H+, présents en électrolyte, sont réduits au niveau de la cathode pour produire des molécules d'hydrogène suivant l'équation H+, plus un électron donne un demi de O2. La photoanode se présente dans notre travail sous forme de semi-conducteur et le choix de ce semi-conducteur se base sur les deux critères suivants. L'existence d'une bande interdite parfaite, c'est-à-dire une large gamme, et la possibilité d'éviter la recombinaison des porteurs de charge. Comme semi-conducteurs les plus utilisés, on cite le TiO2 et les éthanol. Ils fournissent le potentiel suffisant pour assurer la décomposition de l'eau. Mais le problème, c'est qu'ils n'absorbent que 5% du spectre solaire. En comparant le TiO2 par rapport aux éthanol, ce dernier il est moyennement stable dans un milieu aqueux. Donc, le rendement de conversion, il reste faible. La question qui se pose, comment augmenter le rendement photoélectrochimique? C'est en augmentant la surface spécifique et en passant d'une structure 2D à une structure 1D. Dans notre travail, nous avons opté à la synthèse des nanotubes de TiO2. Mais le problème qui reste, c'est la recombinaison élevée des paires électrons-trous photogénérés. Donc, comme solution, pour diminuer ce phénomène de recombinaison, on a recours à l'hétérostructure de type 2, qui se base sur le diagramme énergétique suivant. Le CDS, c'est un semi-conducteur qui absorbe dans le visible. Il a une gamme énergétique de 2,5 électronvolts. Le TiO2, c'est un semi-conducteur qui absorbe dans l'UV. Il a une énergie de gap égale à 3,2 électronvolts. Donc, il faut que le bord de la bande de conduction de CDS, il est situé au-dessus de la bande de conduction de TiO2. Et le potentiel entre les couples redox de l'eau, qui vaut 1,7 électronvolts, il doit être situé dans les bandes interdites de ces deux semi-conducteurs. Après cette introduction où j'ai mentionné l'objectif et le choix des matériaux, mon travail se compose en 4 parties. La première partie, c'est la synthèse et caractérisation des nanotubes de TiO2. La deuxième, c'est la synthèse et caractérisation des quantum dots de CDS. La troisième, c'est la synthèse et caractérisation de l'hétérostructure de CDS TiO2 sur TI. Et la quatrième partie, c'est l'étude des propriétés photoélectrochimiques de ces échantillons. Et je finirai par une conclusion et perspective. Dans la première partie, je vais présenter la synthèse des nanotubes de TiO2 par la méthode d'anodisation, et puis la caractérisation morphologique par MEB, caractérisation
structurale par DRX, caractérisation optique par PLP, réflexivité diffuse, et l'étude d'impédance par Nyquist et Mokchotkin. Comme vous voyez, la préparation des nanotubes de TiO2 se fait par la méthode d'anodisation qui est une méthode simple. Cette méthode elle se fait dans une cellule électrochimique composée par une contre-électrode en platine, une électrode de travail qui est le titane dans notre cas, immergée dans un électrolyte solution de NH4F plus l'éthylène glycol. Après application d'un potentiel bien déterminé et le passage d'un recuit à une température aussi bien déterminée, on a des nanotubes bien cristallisés et bien orientés de dioxyde de titane. Donc les paramètres qui influencent sur la morphologie des nanotubes de TiO2, on a le potentiel d'anodisation, le temps d'anodisation, la température de recuit et la pureté de titane. Comme vous voyez, voici l'effet du potentiel d'anodisation sur la morphologie des nanotubes de TiO2. On remarque bien un changement morphologique en augmentant le potentiel d'anodisation. Et une formation des nanotubes à partir du potentiel d'anodisation est égale à 30 volts. Au-delà de 40 volts, on a une destruction totale des nanotubes de TiO2. Donc le potentiel le plus adéquat pour la formation des nanotubes de TiO2, c'est 40 volts. Étudions maintenant l'effet du temps d'anodisation sur la morphologie des nanotubes de TiO2. On remarque un amincissement des parois des nanotubes au-delà de 2 heures. Donc le temps d'anodisation optimal est 2 heures. Maintenant, l'effet de la température de recuit sur la morphologie des nanotubes de TiO2, on note que sans recuit, on n'a aucune formation des nanotubes. Après, pour un recuit 450 degrés Celsius, on a des nanotubes bien alignés. Et à partir de 600 degrés Celsius, une dispersion progressive des nanotubes jusqu'à perte complète de la forme à 800 degrés Celsius. Donc la température de recuit adéquate pour la formation des nanotubes de TiO2 sous la forme anatase, c'est 450 degrés Celsius. Des études antérieures ainsi que cette étude ont permis de fixer les conditions optimales de synthèse de TiO2, notant le potentiel d'anodisation est égal à 40 volts, le temps d'anodisation est égal à 2 heures, la température de recuit est égale à 450 degrés Celsius, mais aucune étude n'a été faite sur l'effet de la pureté du titane sur les formations des nanotubes de TiO2. Étudiant l'effet de la pureté du titane sur la morphologie des nanotubes de TiO2, on remarque bien l'existence des nanotubes verticaux alignés avec un diamètre de 200 nm et une longueur de 1 micromètre pour les deux puretés de titane. Mais la seule différence, c'est l'épaisseur des nanotubes. Il est de 9 nanomètres pour le TiO2 sur TI 99,7% et 20 nanomètres pour le TiO2 sur TI 99,9%. L'analyse par diffraction des rayons X montre que les deux substrats titane, c'est-à-dire à différentes puretés, ils se cristallisent suivant la phase titane alpha. Mais pour le TI 99,7%, il présente des pics supplémentaires qui correspondent au carbure de titane. On remarque que le TiO2 sur différentes puretés du titane cristallise dans la phase anatase avec une petite quantité d'urutile. Et en examinant la phase préférentielle de l'anatase qui est de plan DHKL 0,11 par rapport, c'est-à-dire le rapport en intensité entre la phase anatase préférentielle pour le plan DHKL 0,11 et le pic le plus intense correspondant au titane, on montre que le rapport en intensité Rx, c'est-à-dire la phase anatase par rapport au titane, elle est de 18% pour le TiO2 sur TI 99,7% et de 21% pour le TiO2 sur TI 99,9%. On peut conclure par ici que le titane 99,9% il produit plus de la phase anatase que le titane 99,7%. Les mesures de photoluminescence sont présentées sur ce diapo. On remarque une diminution de l'intensité PN pour le titane, pour le TiO2 sur TI 99,7. Cette diminution, elle est due à la forte densité d'impuretés qui se trouve dans le titane 99,7%. Et en analysant cette figure, il y a l'apparition de 5 bandes. La première bande, elle correspond au gap optique du matériau. La deuxième bande située à 432 nanomètres, elle est due aux excitants autopiégés.
La troisième bande située à 462 nanomètres et attribuée à la transition de charge. Et la quatrième et les cinquième clics situés à 414 nanomètres et 523 nanomètres, ils peuvent être attribués à des lacunes d'oxygène. L'étude optique par réflectivité diffuse représentée sur ce diapo, on note une absorption typique d'anatase dans la région des UV pour les deux échantillons. Et en calculant le dérivé de la réflectivité diffuse par le dérivé de lambda, on a la longueur d'onde au point d'attribution. Elle correspond au gap optique des semi-conducteurs. Elle est de 3,61 électronvolts pour le TiO2 sur TI 99,7% et de 3,46 pour le TiO2 sur 99,9%. Ce décalage vers le rouge de l'échantillon TiO2 sur TI 99,9% est lié à la meilleure absorption de cet échantillon. Pour étudier les propriétés électriques, on a fait appel à la spectroscopie d'impédance. Voici le diagramme de Nyquist des nanotubes de TiO2 sur différentes puretés de titane. On note un demi-cercle dans les hautes et basses fréquences pour les deux structures. Et la diminution dans le diamètre de l'échantillon TiO2 dans le diamètre du demi-cercle pour l'échantillon TiO2 sur TI 99,9%, il est dû à une mobilité des porteurs plus élevée, réduisant la résistance de transfert de charge de l'échantillon. À partir du programme ZView, on a pu déterminer que les deux échantillons ont la même circuit équivalente avec des paramètres différents. La résistance de transfert de charge, elle est de 1300 kΩ pour le TiO2 sur TI 99,7% et 403 kΩ pour le TiO2 sur TI 99,7%. Cette réduction, elle est due à un transport électronique facile à l'interface de surface de l'électrode. Aussi, on a une amélioration de la capacité de double couche en augmentant la pureté du titane, ce qui dit qu'on a un circuit capacitif. Ces résultats sont complémentaires avec la mesure PL, confirmant encore l'effet des défauts de DI sur les propriétés optiques et électriques. L'étude d'impédance par Mochotki montre pour les deux échantillons deux courbes présentant une région linéaire avec une pente positive qui donne qu'on a un comportement de type N pour les deux échantillons. Et